Mercredi 21 mai 2025, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le Bénin et l'État du Qatar ont franchi un nouveau cap dans la consolidation de leurs relations bilatérales. Lors de la visite diplomatique du président Patrice Talon à Doha, 6 accords et protocoles d'accord ont été signés entre les deux pays. Des instruments juridiques et diplomatiques, notamment les sanctions de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou spéciaux. Plus de détails dans cette édition. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu en audience ce mercredi 21 mai 2025 le chef du projet Benibiz. Il s'agit d'une visite de prise de contact et d'échange sur le fonctionnement du CES avec le président de l'institution. Le point de leurs échanges dans ce journal. Hors de nos frontières au Togo, le pays compte désormais 3 cas confirmés de Mpox, variole du singe ou monkeypox. Selon les informations, une cinquantaine de suspects sont en observation. 3 cas des malades ont des lésions cutanées sur la paume des mains. Les autorités sensibilisent la population sur les mesures préventives et la conduite à tenir davantage devant les signes de suspicion. On en parle dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 mai 2025 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme il est de coutume, d'importantes décisions ont été prises au cours de cette session hebdomadaire. Dans le registre des communications, on note la construction d'un centre d'identification, d'immigration, émigration, élection CIL à Cotonou. La conduite d'une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie. Des précisions dans cet élément avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwechi. S'agissant des communications, en point 1, construction d'un centre d'identification, immigration, émigration, élection, dit CIEL à Cotonou. Le projet CIEL est un centre d'envergure devant abriter les sièges des institutions publiques que sont la Commission électorale nationale autonome, Sénat, dont le bâtiment comprend 4 niveaux, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, édifice de 4 niveaux également, la Direction de l'immigration et de l'immigration, DEI, de même configuration, et la Direction des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur, DACB, immeuble de 2 niveaux. Dans la perspective de sa réalisation, le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec divers cabinets pour les missions de maîtrise d'œuvre complète et de contrôle technique afin d'assurer l'exécution du projet en cohérence avec les principes directeurs qui le portent. En point 2. Conduite d'une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie. En raison des insuffisances révélées par l'état des lieux qui en a été fait, cette réforme vise le renforcement des instruments juridiques existants ainsi que des normes sanitaires de qualité et de sécurité alimentaire. Aussi, prendra-t-elle en compte la modernisation des conditions de production
et l'amélioration des techniques appliquées aux fins d'introduire des pratiques innovantes. À terme, l'étude mettra à la disposition du ministère de l'Industrie et du Commerce le guide technique d'installation d'une unité de boulangerie, le guide des bonnes pratiques et des normes pour la production du pain, le mécanisme pour la détermination participative du prix du pain avec les acteurs du secteur, les instruments de détection et de mesure de substances prohibées qui pourraient se trouver dans la farine de blé, la pâte de farine de blé et le pain. L'objectif visé est d'améliorer les conditions et techniques de production par l'ensemble des acteurs du secteur pour produire du pain de meilleure qualité au profit de la population. En point 3, réalisation du schéma directeur des postes sources haute tension, moyenne tension et des réseaux moyenne tension du Bénin à l'horizon 2040. Le diagnostic des réseaux électriques du Bénin, réalisé en 2024, a mis en évidence plusieurs défis nécessitant des ajustements stratégiques et techniques. Dans ce cadre, il a été demandé à une structure spécialisée de proposer à la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, des outils et des études stratégiques pertinentes pour optimiser le développement des réseaux de distribution d'électricité au Bénin, en cohérence avec les objectifs nationaux d'électrification. Les dites études permettront d'une part de optimiser les investissements en priorisant leur rentabilité économique et technique afin d'éviter les surcoûts liés à des infrastructures mal dimensionnées ou redondantes. Améliorer la qualité de la fourniture d'électricité en corrigeant les insuffisances liées aux surcharges fréquentes, aux pertes techniques élevées et à la qualité de service qui reste perfectible. Anticiper les besoins énergétiques futurs face à une croissance démographique et économique rapide et de prévoir les infrastructures capables d'accueillir des charges futures, notamment pour l'électrification rurale et le développement des zones industrielles et périurbaines, etc. Elles aideront, d'autre part, à moderniser les réseaux et accélérer la transition énergétique en standardisant progressivement les réseaux à une tension uniforme de 20 kV pour améliorer leur efficacité, leur fiabilité et réduire les coûts d'investissement et de maintenance. Mettre en œuvre une politique d'enfouissement des réseaux dans les zones urbaines denses en débutant par Cotonou afin de réduire les risques climatiques et d'améliorer l'esthétique urbaine. Conduire un processus de transfert de compétences vers les ingénieurs de la SB2E, incluant une formation à l'utilisation de l'outil de planification installé et aux méthodes de planification des réseaux. Accroître l'autonomie de la SB2E dans la gestion des projets d'infrastructures électriques, réduisant ainsi la dépendance à l'expertise étrangère. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord en vue de la contractualisation avec ce prestataire qualifié, à charge pour le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, de superviser la mise en œuvre du projet et de veiller à l'intégration des résultats des études dans les futurs plans d'investissement de la SB2E. À cet effet, une attention particulière sera accordée aux travaux d'urgence prévus sur la période 2025-2028. Fin de séjour du chef de l'État Patrice Talon dans l'Émirat. Je l'annonce au sommaire de cette édition. Le Bénin et l'État du Qatar ont franchi un nouveau cap dans la consolidation de leurs relations bilatérales. Lors de la visite diplomatique du président Patrice Talon à Doha, 6 accords et protocoles d'accord ont été signés entre les deux pays. Ces instruments juridiques et diplomatiques touchent des domaines variés, notamment l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou spéciaux, de la création d'un cadre de consultation politique et diplomatique régulière. À cela s'ajoutent des accords de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, du tourisme, de la recherche scientifique et la navigation maritime à travers la reconnaissance mutuelle des certificats d'agences de mer. Il a été également question au cours des échanges des questions d'intérêt commun portant sur les transports,
l'économie, la culture, mais aussi sur le renforcement de la connectivité aérienne entre les deux pays. L'idée d'établir une liaison aérienne directe entre le Bénin et le Qatar a été évoquée comme un levier d'optimisation du commerce, du tourisme et de la mobilité des personnes. Cette coopération, autant pour moi, s'inscrit dans un contexte plus large de l'engagement du Qatar en faveur du développement en Afrique. On poursuit cette édition. Le président du Conseil économique et social CES, Conrad Baguidi, a reçu en audience dans la matinée de ce mercredi 21 mai 2025 le chef du projet Benibiz. Il s'agit d'une visite de prise de contact et d'échange sur le fonctionnement du CES avec le président de l'institution. Au terme de l'audience, le chef de projet Benibiz, Grégory Valadier, j'y arrive enfin, nous fait le point de leurs échanges, des propos recueillis par Komlan Kanté Amousso et Nansirine Fatoumbi. L'essentiel des échanges s'est porté sur le rôle commun que le CES et Benibiz a, un des mandats de Benibiz, notamment de voir comment faciliter l'accès à l'information sur les éléments qui favorisent le développement économique de la population béninoise. Donc au vu du mode opératoire d'avoir des conseillers départementaux dans chaque département comme relais de partage d'informations, ça nous a permis de voir un petit peu les synergies qu'on pourrait avoir et entre les conseillers du CES et nos activités sur le terrain, ainsi qu'un réseau de femmes entrepreneurs que nous avons accompagnées qui s'appelle le réseau Biwi, mais aussi de pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que les relais territoriaux du CES pourraient collaborer éventuellement avec les relais territoriaux du ministère des PME, ainsi que du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, notamment les HULP et les GUPS. Chacun dans leur mandat, ce sont des mandats qui sont relativement complémentaires. Et donc on a pu échanger un petit peu pour voir comment est-ce qu'on pourrait par la suite faciliter un petit peu ces dynamiques de synergie. On a parlé également des activités de promotion du consommation local, le mois du consommation local, pour voir comment est-ce qu'on pourrait retravailler un petit peu les activités qui sont historiquement mises en place pour mieux contribuer à faciliter la promotion du consommé local et du coup contribuer à diminuer un petit peu les produits concurrents qui sont importés. On a parlé aussi de collaboration potentielle concernant des partenariats avec le secteur privé, tels que les télécoms, comme MTN ou comme Move, sur des dynamiques de kiosquisation, pour citer le président, pour voir comment créer éventuellement des hubs ou des kiosques sur les territoires qui permettraient de pouvoir s'appuyer pour faire la promotion ou la vulgarisation de différents éléments de textes de loi, comme d'outils ou de réformes qui pourraient être utiles à la population. Et pourquoi pas, s'en servir comme des relais territoriaux qui peuvent même être des structures de promotion de produits entrepreneuriaux pour le consommé local ou pour d'autres choses similaires. Les grandes lignes de notre conversation étaient autour de ça. Autre information dans cette édition, un présumé escroc a comparu ce mardi 20 mai 2025 devant la juridiction à l'audience correctionnelle dans un dossier de faux décret portant sa nomination pour escroquer un pasteur et d'autres individus. L'homme est poursuivi devant la juridiction pour avoir escroqué près de 15 millions de francs CFA à un pasteur en exhibant de faux documents avec le sceau de la République. Selon l'accusation, l'homme a falsifié un décret de nomination signé par le président de la République, Patrice Talon. Sur le document falsifié, il est nommé chef projet Mirador. Avec ce faux titre, le mis en cause convainc le pasteur d'investir dans des projets qui, fait-il croire, pourraient leur générer de gros bénéfices. Parmi les éléments d'accusation évoqués par la Cour
figure un document retrouvé au domicile du prévenu lors de la perquisition contenant un projet détaillé d'un montant de 10 milliards de francs CFA. Outre le pasteur, l'homme a soutiré d'importantes sommes à plusieurs autres individus. À la barre, le prévenu a plaidé coupable et a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés. Le mis en cause déclare avoir falsifié le décret présidentiel. Il a expliqué avoir téléchargé un décret signé par le chef de l'État Patrice Talon, le ministre Romuald Wadani et le ministre José Tonato. Il a confié également avoir modifié le document pour s'attribuer un titre. Après les débats, la Cour a renvoyé le dossier au 24 juin prochain pour les réquisitions du ministère public. Dans un autre registre, la ville de Kovet a accueilli la première session de l'année 2025 de la commission thématique économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Du 14 au 15 mai 2025, l'ANCB a mobilisé les acteurs locaux autour des défis et enjeux de l'amélioration des ressources financières locales. Reportage signé Quentin Amoussou. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, mobilise les acteurs communaux autour des défis et enjeux de l'amélioration des ressources financières locales. Plusieurs raisons expliquent la tenue de cette première session de l'année de la commission thématique économie et finances locales de l'ANCB. La baisse de 29% observée des ressources de fonctionnement de l'ensemble des communes est en lien avec le faible niveau de recettes fiscales. Le non-transfert aux communes bénéficiaires des recettes fiscales, notamment les patentes et licences, et la contribution au développement local recouvrée en ligne par l'administration fiscale serait la cause de cette contre-performance. L'effet de cette situation est très prononcé sur les recettes fiscales du groupe des communes à statut particulier. Pendant 2 jours de travaux, les échanges se sont accentués sur la fiscalité. C'est très important, le point que nous voulons aborder, c'est la fiscalité. Et pour parler de la fiscalité, c'est qu'il est demandé, pour les réformes en cours, comment faire pour mobiliser les ressources propres au sein de nos communes. Et je crois qu'à cet atelier, nous allons, avec les personnes indiquées qui sont parmi nous ici et qui constituent nous-mêmes, nous pourrons voir tout ce que nous pouvons faire pour que la mobilisation des ressources propres devienne une réalité. Ces travaux ont permis aux membres de la commission d'identifier des pistes d'action prioritaires à l'endroit de l'Association nationale des communes du Bénin. On parle éducation à présent, lancé le 3 mai dernier par son initiateur, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atroko. La 5e édition des séances des travaux dirigés gratuits bat son plein dans plusieurs établissements scolaires du Bénin. Dans l'élément à suivre, revivez l'ambiance qui règne dans les centres qui reçoivent les différents candidats, notamment ceux du CEG Segbeya et du collège La Référence. Reportage signé Francis Ola Farami. Déjà plus de 3 semaines que les travaux dirigés organisés par la mairie de Cotonou ont démarré. De l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire, les candidats aux divers examens sont nombreux à saisir cette opportunité. Quand vous prenez ici par exemple, il doit être autour de près de 1500 candidats dans l'enceinte du CEG Segbeya. Donc c'est alors que leur capacité d'accueil qui déclarée c'est autour de 1200, 1300. Donc nous avons demandé qu'ils fassent un effort supplémentaire pour ouvrir d'autres classes, pour que toutes ces écoles privées qui se sont annoncées, on puisse les prendre. Il y en a qui n'étaient pas à la première séance. Il y a d'autres qui ont commencé par s'intéresser à la 2e, à la 3e séance. Et nous avons dit partout où il y a cette demande-là de les prendre. Sont réunis au sein de ce programme des candidats venus d'écoles privées et publiques. Un projet social qui force l'admiration des chefs d'établissement. Les parents d'élèves qui ont les moyens déjà prennent des répétiteurs à leurs enfants depuis le début de l'année. Et vous savez, c'est quelque chose, la terminale pour une matière c'est 50 000. La 3e, ce n'est pas moins de 25 000.
Donc, vous pouvez imaginer avec la bourse, avec le niveau de vie actuel des parents d'élèves, ceux qui seront capables de s'octroyer cette situation-là à leurs enfants bien-aimés. Donc, il faut dire que les travaux dirigés gratuits viennent à point nommé. L'aspect inclusif de ces travaux dirigés va bien au-delà des établissements de provenance. Ici, par exemple, la mairie de la ville de Cotonou a trouvé la formule permettant aux candidats à besoins spécifiques, tels que les élèves malvoyants et non-voyants, de profiter des TD au même titre que leurs camarades. Il faut dire, dès qu'on a les épreuves, c'est vrai, les épreuves sont mises à disposition, il y a des dispositifs que nous avons pour traduire ces épreuves-là en braille. Eux-mêmes, ils cherchent, ils reviennent et ils suivent la correction comme tous les autres. Ils sont accompagnés dans les mêmes conditions que leurs camarades qui n'ont pas de difficultés visuelles. Quand on parle d'éducation inclusive, on n'arrive pas à les séparer. Il ne faut pas séparer pour ne pas les stigmatiser. Hormis ces différentes mesures, pour le bon déroulement des travaux dirigés, depuis l'année dernière, la mairie de Cotonou a doublé les taux horaires accordés aux animateurs pédagogiques. La mairie a fait un grand effort l'année passée. On n'a pas perçu 3 000 et 3 500. La mairie a doublé les frais, et le taux horaire. Et c'est à saluer. Et il faut remercier vraiment le maire et son staff pour cet accompagnement. C'est motivateur. Donc c'est tout ça qui fait que on se sent plus à donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que quand on voit que l'autorité accompagne et motive, vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Tout ce dispositif vient comme du pain béni pour les candidats qui en relèvent la plus-value. Les professeurs viennent nous expliquer de fond en comble ce qu'il faut savoir, nous donnent des astuces, que quand on donne cet exercice, il faut faire ceci. En cas de ce problème, il faut aborder tel point pour pouvoir résoudre aux questions. Donc je crois que ça se passe très bien. Je viens au TD de la mairie depuis 3 à 4 séances et j'ai trouvé que cette TD nous apporte beaucoup plus de connaissances et nous aide à corriger un peu plus nos lacunes. Si c'est la garantie, là, j'ai la garantie parce que c'est ça qui m'a même aidé en 3e pour que je puisse avoir le BPC plutôt. Les travaux dirigés, il faut le rappeler, ont été lancés le 3 mai dernier par son initiateur, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Nous en sommes à la 5e édition. Et puis on parle politique dans cette édition. La démission d'Alain Adiou du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, annoncée le 12 mai dernier, continue de susciter moult réactions et commentaires au sein de la formation politique. Dans cet élément signé Francis Olafarami et Nansirine Fatoumbi, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican nous livre son analyse. Suivez plutôt. Les systèmes existent et avec les crises en même temps. Un système qui existe sans crise n'est pas un système cohérent. Les crises permettent de faire le point et de repartir sur de nouvelles bases. Donc la crise, elle est consubstantielle de toute activité, disons, humaine, de toute dynamique humaine. Et donc la crise au FCBE n'est qu'un état normal des choses a priori. Après, c'est la suite, c'est la manière dont on gère cette crise. C'est l'après-crise qui est le plus important. Dans le cas d'espèce, la crise oppose un cadre du parti à la direction qui l'a congédié, le cadre qui démissionne. Alors, et peut-être de quelques sorties où certaines choses qui ne devaient pas être dites, se dit du coup, on entend dire, mais qu'est-ce qu'il pèse politiquement? Ouais, quand on entend les choses, c'est comme si les gens vous prennent pour des dupes. Si vous avez été ensemble, si vous avez pu faire confiance à la personne, vous l'avez fait porte-parole ou bien directeur de l'école, je ne sais pas si quelqu'un qui ne vaut rien peut arriver à ce niveau-là. Donc, une crise est normale. C'est la manière de gérer qui pose problème. La meilleure manière de gérer aurait été d'écouter les différentes parties et peut-être de calmer le jeu. Acter une démission d'une personnalité aussi forte que le ministre Adiou, je pense que le parti n'a pas vraiment réussi son management. Mais après, oui, c'est vrai, comme dit le parti, après le parti sait où il va. Et visiblement, entre Adiou et le parti, il y a une sorte de césure. Alors si le parti sait où il va et qu'il estime que
la seule personnalité d'Adio pourrait compromettre ou bien constituer un élément de blocage, c'est logique qu'il s'en dessaisisse. C'est logique qu'il le plus de parti ou bien qu'il le fasse partie de ça. Mais, à mon humble avis, la meilleure manière de gérer aurait été de garder l'unité du parti. Puisque le vrai problème du parti, ce n'est pas à l'intérieur du parti. Le vrai problème, c'est comment faire pour conquérir à nouveau le champ politique. Alors que les démocrates sont là, les rejettent, maladroitement d'ailleurs. Donc, il appartient au CPE même de réinventer le mécanisme pour occuper à nouveau le terrain que ça a été fait, notamment en 2000 et en 2001. Voilà, en 2000 et en 2001. Alors donc, si le parti réussit cette mue, mais là, il va rentrer dans le champ et pour longtemps. Mais il est à craindre que les portes de la majorité présidentielle ne soient pas si largement ouvertes que, bon, le parti a l'orientation de ce côté-là. Bon, pour le moment, on ne sait pas le sort qui lui sera réservé, mais à mon humble avis, la place du RCBE était dans l'opposition. Et le fait de la rejeter, le fait que l'opposition, le Parti des démocrates, rejette ceux des forces pour l'émergence, je trouve que ce n'est pas politiquement bien pensé, ce n'est pas politiquement bien conduit, et surtout ce n'est pas politiquement pensé, ce n'est pas normal. Religion à présent, les pèlerins béninois ont quitté Cotonou pour la Mecque. Une première vague de 269 pèlerins a pris départ de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou ce mardi 20 mai 2025. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, à l'aéroport, s'est rendu autant pour moi à l'aéroport pour assister au départ en toute sécurité des pèlerins béninois. Selon les informations, il est prévu au total une série de 8 voyages dans le cadre du Hajj 2025. Rappelons que pour cette édition 2025, le gouvernement béninois a accordé une subvention de 700 millions de francs CFA aux 2300 pèlerins béninois. On poursuit cette édition. L'entrepreneuriat agricole est un facteur important de développement économique et social, notamment dans les zones rurales. Il contribue à créer des emplois, à améliorer les revenus des agriculteurs et à diversifier les activités agricoles. Au Bénin, ce secteur est en plein essor. Dans l'arrondissement de Glodjigbe, un jeune entrepreneur s'est investi dans ce secteur. Dans l'élément à suivre, nous vous emmenons à la découverte de son exploitation, une réalisation de Anedo. Engagement, travail et persévérance, c'est la clé du succès de Fidèle Agokun, agriculteur et gérant principal de la ferme La Puissance de l'agriculture. Un jeune entrepreneur qui a cru en la richesse de la terre dès son plus jeune âge et qui s'y est consacré. L'agriculture, c'est une passion pour moi, c'est comme de l'art pour moi. Et quand je suis dedans, je vous jure que je peux rester sur ma ferme sans manger et être avec mes plants du matin jusqu'au soir. Moi, j'ai choisi ce métier parce que c'est quelque chose que j'ai aimé déjà dès mon enfance. Et j'ai toujours l'habitude de dire et remercier mon très cher papa, c'est un agriculteur. Et j'ai pris le goût déjà dès la base. Parce que c'est que j'aimais le champ au point où tout mon corps est mouillé de ça. Et quand je rentre dedans, je le fais avec fierté, avec un engouement que vous devez savoir que ça, c'est pas que quelqu'un est derrière moi qui me pousse à dire fais ci, fais ça. Non, j'ai décidé. Donc c'est pour cette raison, quand j'ai fini les études, j'ai dit je ne veux rien faire que de m'investir dans l'agriculture. Spécialisée dans la production et la distribution des semences agricoles, La Puissance de l'agriculture se distingue dans le milieu par sa production particulière accentuée sur les plants médicaux. Cette plante que vous voyez dans ma main, on appelle le Cissus quadrangularis. Enfin, on l'appelle Campé à l'Impé. Tous ceux qui ont des problèmes de arthrose, des douleurs lombaires, des douleurs au niveau de la hanche, des courbatures,
On fait un travail de base et on essaie de vulgariser tout ce qui est espèce et qui est utile, tout ce qui est plante, qui peut faire de bonnes choses à la santé humaine. On fait ce travail. Notre travail, c'est comment aider la population. Et leur mot qu'ils souffrent réellement avec la plante, ils peuvent guérir toutes sortes de maux, toutes sortes de maladies qu'ils ont. C'est pourquoi nous essayons de faire un travail formidable en produisant toutes sortes de plantes et surtout les espèces médicinales. Nous battons beaucoup plus sur les espèces médicinales, à part les espèces de reboisement, les espèces fruitiers, les fleurs, tout ça là que nous produisons. Et ces espèces spécifiques, nous le produisons pour pouvoir aider la population à résoudre tous les maux cachés qu'ils ont. Et à base de ces feuilles, il peut toutefois s'en sortir. Avec un parcours atypique, le jeune entrepreneur Fidèle Agokun possède plusieurs sites à Glodigbe et également dans le département du Zou. Un métier auquel il se consacre avec des collaborateurs qui partagent sa passion. L'agriculture n'est pas un métier à négliger parce que c'est rentable. Mais quand on met un mode plan mi-temps, dédé, mais non tout le monde tourne au et le fit. Nous avons un nous avons Lorsque vous avez de l'amour pour le travail, vous n'avez plus de difficultés. Je ne rencontre aucune difficulté dans ce métier. Donc, le mérite de cette réussite, Fidèle Agokun l'attribue à la persévérance, chose qu'il conseille d'ailleurs à tous les jeunes entrepreneurs. Tu investis 10 000 dans une activité au niveau de l'agriculture. Ça a donné 15 000 francs. Ce n'est pas de prendre les 5 000 et bouffer, c'est de prendre les 15 000 encore et réinvestir. Quand tu fais tes activités, il faut que tu te donnes vraiment ardemment, tu dois mettre une pression terrible à toi-même. C'est comme s'il y a de chicottes derrière moi à des moments. Parce que tant que tu ne mettais pas une pression terrible pour ce que tu fais, tu ne peux jamais réussir. Très engagé, Fidèle Agokun entend continuer davantage et agrandir son entreprise, la puissance de l'agriculture à l'échelle régionale et internationale. On parle sport à présent. À 24 jours du coup d'envoi de la WAFU A et B U20 Boys Cup, la Fédération béninoise de football a dévoilé une préliste de 40 joueurs pour préparer la compétition. Ce groupe élargi, composé de talents locaux et internationaux, marque le début de la course à la sélection finale. Le staff technique entame un stage de préparation pour évaluer les joueurs et affiner ses choix avant de publier la liste définitive. L'objectif est de bâtir une équipe compétitive capable de représenter fièrement le Bénin sur la scène régionale. Parlons toujours sport. Dans le cadre de la Semaine mondiale du football 2025, la Fédération béninoise de football a organisé ce mercredi 21 mai 2025 à Porto Novo une causerie sur le thème « Éthique et responsabilité de l'arbitre ». La dite causerie a été animée par le secrétaire général Claude Paqui. Dans son exposé, il a expliqué aux arbitres les notions clés d'éthique et de responsabilité, insistant sur les valeurs comme l'intégrité, la justice, l'impartialité et la déontologie. Gilles Toupé, président de la commission des arbitres, a rappelé que l'arbitre doit rester discret, digne et impartial, même en cas d'erreur de bonne foi. Thomas Bocor, responsable du département de l'arbitrage, a également exhorté les arbitres à plus de responsabilités. L'initiative a été saluée par les membres de la commission qui ont souhaité sa pérennisation. Hors de nos frontières au Togo, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition, le pays compte désormais 3 cas confirmés de Mpox.
appelée encore variole du singe ou monkeypox. Selon les informations, une cinquantaine de suspects sont en observation. Le premier cas a été confirmé par le gouvernement le 16 mai dernier, puis 2 autres cas dont un homme et une femme. Ces derniers ont été en contact avec plus de 55 personnes. Selon les médecins, 3 cas des malades ont des lésions cutanées sur les paumes des mains. Pour faire face à cette maladie virale et contagieuse, le Togo a renforcé la surveillance épidémiologique. Les autorités sensibilisent aussi la population sur les mesures préventives et la conduite à tenir devant des singes de suspicion. Pour rappel, la variole du singe se transmet par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides organiques ou des lésions de la peau ou encore des muqueuses d'animaux infectés. Il se manifeste par une fièvre, des courbatures ou encore des éruptions cutanées et peut conduire à la mort. Direction le Mali et le Niger à présent, les 2 pays ont trouvé un terrain d'entente pour faire face aux pénuries de carburant qui frappent le nord du Mali. Au terme d'une visite du ministre malien de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, à Niamey le vendredi 16 mai dernier, les 2 pays ont signé un engagement mutuel visant à assurer l'approvisionnement en hydrocarbures de ces régions qui voient les prix à la pompe grimper. Des accords ont été trouvés à la fois non seulement sur la quantité, mais aussi sur le prix des produits pétroliers pour l'approvisionnement des régions nord du Mali jusqu'au 31 décembre 2025. À l'issue des discussions, le ministre nigérien du Commerce a affirmé que le Niger, fidèle à la devise de l'AES, considère le nord du Mali comme une 9e région et s'engage à l'aider. Une déclaration saluée par plusieurs observateurs dans la région. L'accord entre Bamako et Niamey doit permettre d'assurer les besoins en carburant du nord du Mali pour les 6 prochains mois. Faut-il le rappeler, l'année dernière, un précédent accord portant sur 150 millions de litres de gasoil avait permis de répondre à la demande en électricité au Mali. Et voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que je mets un fin à cette édition. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. À vendredi prochain pour le même exercice.